très souvent, on a l'impression que pour être forte, une femme doit perdre sa féminité. Une femme doit être comme les hommes. On doit concurrencer pour trouver notre place. Or, ce n'est pas le cas. On est complémentaire à l'homme. Ce que les hommes font, nous, on ne peut pas. Ce que nous faisons, pas tous les hommes qui peuvent le faire aussi. Deux filles de Madagascar qui étaient venues à Maurice, je peux vous dire que ces deux filles-là ont été chez nous pendant 2 ans, mais elles ont quand même changé l'atmosphère du bureau. De par leur personnalité, leur manière d'être, leur rigueur. Et c'est pour ça, si je suis à Madagascar aujourd'hui à chercher des personnes pour travailler à Maurice, c'est parce que ces deux filles-là m'ont laissé quand même une très bonne impression. Merci, c'est à moi de vous remercier. C'est à moi d'être honorée au fait de faire partie de Tech Talk Educast ce midi et je suis ravie de partager un peu ma connaissance et mon vécu avec vous. Alors, comment est-ce que je suis personnellement? Ça, c'est une question profonde, hein. Écoutez, dans la vie personnelle, je suis maman de 2 grands enfants âgés de 21 ans, ma fille Hadia et de mon fils 17 ans, Imad, donc mariés depuis bientôt 25 ans. Et avant d'être entrepreneur ou employée dans les entreprises, je suis avant tout femme à part entière, avec beaucoup de plaidoyer qui se fait au niveau de women empowerment, parce que je crois dans tout ce qui est donner la voix aux femmes. Tout ce que je me dis faire depuis que je suis femme entrepreneur, c'est vraiment pour inspirer les autres. Et dans ma vie personnelle aussi, je me trouve souvent dans les chantiers peu fréquentés par les femmes, justement pour les inspirer et leur montrer que tout ça, c'est possible. Mes amis hommes ricanent toujours quand je leur dis que je suis pilote de karting dans ma vie personnelle aussi. Je suis 2 fois par mois sur la piste en train de concurrencer avec des pilotes monsieur. Et ça me fait rien, je suis sans complexe à le faire et j'aimerais bien que, d'autres femmes qui m'écoutent, ma fille aussi, pour qui, j'ai tendance à tout le temps à qui j'ai tendance tout le temps à penser quand je fais des choses comme ça, qu'elles soient inspirées et qu'elles disent que non, c'est pas, on est restreint parce qu'on est femme. Aujourd'hui, en 2025, on a toutes les facilités, on a tout ce qu'il faut, pour réussir en tant que femme, si on le veut. C'est vrai que le parcours n'est pas aussi simple que pour l'homme, parce qu'en même temps qu'on soit, femme qui travaille, professionnelle, on est femme responsable à la maison. On est la cuisinière, on est celle qui nettoie la maison, on est celle qui s'occupe des enfants, qui fait le ménage. Et aussi, on a une carrière. Donc, de se retrouver dans tout ça, c'est pas évident. Et une fois que la voie est faite, on sait pourquoi on est à faire ce qu'on fait, tout reprend sa place. Je le dis parce que je l'ai vécu. C'est mon histoire. Alors oui, c'est une très bonne question parce que très souvent, on a l'impression que pour être forte, une femme doit perdre sa féminité. Une femme doit être comme les hommes. On doit concurrencer pour trouver notre place. Or, ce n'est pas le cas. On est complémentaire à l'homme. Ce que les hommes font, nous, on ne peut pas. Ce que nous faisons, pas tous les hommes qui peuvent le faire aussi. Donc, la complémentarité et surtout apporter ce côté féminin dans le milieu professionnel et savoir balancer sa personnalité pour porter les fruits qu'il faut, je trouve que c'est exceptionnel. Les femmes, on a quand même, de par nos différents rôles dans la société, on a des compétences presque innées, j'aimerais dire. Et c'est démontré que dans les pays où les femmes dirigent les pays, pas pour dénigrer les hommes, hein, mais c'est pas pour autant que le pays va mal ou ne peut pas s'en sortir. On a les compétences qu'il faut. Moi, je pense que la femme, elle est prête. Bien sûr, selon les différents pays, ça peut varier. La femme, elle est prête. La femme éduquée, qui suit le minimum d'éducation et d'instruction, elle est prête pour faire face à la société. Mais dans cette quête d'émancipation de la femme, on a très souvent oublié
que les hommes doivent être encadrés pour faire place pour la femme. On a mis tellement d'accent sur il faut que la femme puisse trouver sa place, on a oublié que l'homme doit s'adapter à cette nouvelle femme. Pour mieux m'expliquer, il y a 20 ans, 30 ans, nos mamans ne travaillaient pas. Elles étaient à la maison. C'était attendu qu'elles s'occupent de la maison, de la nourriture et de tout le reste. Et que c'était l'homme qui allait sortir de la maison pour travailler. Et quand il rentrait, il était traité comme un roi. Aujourd'hui, il y a cette même attente dans pas mal de cultures et sociétés que l'homme, c'est l'homme, mais la femme, elle travaille aussi. Mais la place n'a pas été faite au sein de la maison pour encadrer la femme, qu'elle puisse avoir une carrière et que l'homme devient presque égal dans les responsabilités familiales. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui résonne à Madagascar, mais ça résonne plutôt fortement à Maurice. Alors, je vais être polie parce que je suis sûre que mon époux va écouter à cette émission après. Mais non, pour être honnête, s'il faut le dire, franchement et honnêtement, c'était moi qui m'étais imposé des restrictions. Et pas des restrictions, mais plus de standards et de principes. Pour moi, je suis la maman, par exemple, et faire grandir mes enfants, c'était ma responsabilité. Personne d'autre allait pouvoir le faire aussi bien que moi. Vous voyez, parce que l'instinct maternel qui revient en force, c'est important d'avoir un support system, comme on le dit en anglais, un encadrement, un support où on a, par exemple, la belle famille, les grands-parents qui viennent s'occuper des autres. On ne me l'a pas imposé, mais il y avait des attentes, sans pour autant que ça soit dit verbalement, que voilà, j'ai certaines attentes. Et aujourd'hui, heureusement en tant que femme entrepreneur, vous savez, on n'a pas de limite de là où on peut arrêter de travailler des fois. C'est des longues heures. Donc, je suis chanceuse d'avoir des dames qui travaillent à la maison pour cuisiner et tout. Donc, j'ai cette facilité-là. Mais auparavant, sinon, je me retrouvais à me réveiller à 4 heures du mat, à nettoyer la maison, doucher les enfants, les déposer à l'école, partir travailler, retourner, cuisiner, couper les légumes, cuisiner, faire tout ce qu'il faut et aller me coucher à 10 heures du soir parce qu'il fallait le faire. Quelqu'un devait le faire et la femme le sait, elle sait le faire mieux des fois. Donc c'était l'emphase que je veux mettre ici, c'est que très souvent, c'est imposé par soi. La société a certaines attentes, hein, mais si nous, on est assez fort pour briser ces attentes, je pense que et nous-mêmes, nos limiting beliefs, c'est nous qui saurons faire tout le mieux que n'importe qui pour notre famille. On est délivré, on est délivré. Qui est une cuisine en soi, hein? On concocte pas mal tout le temps, hein. S'il faut faire un parallèle, si on n'est pas au bureau à diriger l'entreprise, le résultat, le plat va pas être délicieux. Alors, j'ai 3 boîtes. Talent Lab, qui est une agence d'RH, agence de recrutement et gestion RH. J'ai aussi HR Café, qui est un meet-up où on se rencontre chaque 2 à 3 mois autour d'un thème, où j'invite des panels d'experts. Ben oui, un jour, vous allez venir comme panéliste franco avec beaucoup de plaisir. Donc, HR Café, c'est un meet-up. On réunit un panel d'experts. Notre prochain, c'est le 14 juin d'ailleurs. Et je suis la modératrice et on rassemble à peu près une centaine de personnes à chaque rencontre. Et puis, ma toute nouvelle entreprise, c'est Soul of Africa, l'âme de l'Afrique, où là, c'est vraiment mettre en avant les femmes entrepreneurs et mettre en avant leurs produits sur le marché mauricien. Mais tout ce qui se fait, bien sûr, naturel, écologique, etc. Et après Maurice, on va étendre sur d'autres pays. Alors, écoutez, c'était pas un destin parce que c'était peut-être le destin, mais c'était certainement pas quelque chose que j'avais prévu. J'avais une carrière riche de plus d'une quinzaine d'années où j'étais employée, où j'étais quand même cadre exécutif dans une multinationale. Mais arrivé un moment, je me suis dit, au fait, j'ai ressenti que j'en avais marre de faire des choses d'une manière qui n'était pas la mienne. Pour moi, je voyais que j'avais beaucoup plus que je pouvais apporter et donner si j'avais la liberté
de le faire à ma façon. Et c'est là qu'un beau jour, j'ai parlé à mon époux, je lui ai dit: «Écoute, tu sais, j'en ai marre et je suis frustrée. J'ai tellement envie de venir et de faire autre chose». Donc j'avais la chance qu'il m'a suivie, dans mes folies et qu'il m'a encadrée, qu'il m'a donné, beaucoup de support et aujourd'hui, ben, je suis femme entrepreneur à part entière. Alors gagner, je pense que là, votre question est beaucoup plus, financier qu'autre chose. Est-ce que ça gagne bien? Vous savez, quand on est entrepreneur, il y a des fois où on gagne bien, mais il y a des fois où, on paye tous les factures et après, comme dirait l'anglais, on prend les peanuts qui nous restent. Donc il y a beaucoup de risques qui est pris, il y a beaucoup d'investissement de soi. Quand je parle d'investissement, bien sûr, c'est pécuniaire, mais aussi c'est l'énergie, l'effort et sa santé. Donc tous ces risques, tous ces facteurs-là pris en compte, je ne sais pas si je gagne bien encore. En tout cas, ça me permet d'avoir une vie, correcte, plutôt correcte et de pouvoir, heu, contribuer au budget familial. Alors comparativement à Maurice, où quand même on a des très bons éléments, hein, des très bons candidats, des très bons profils. Contrairement à Maurice où ça se fait quand même plutôt rare, à Madagascar et dans les pays africains, il y a une multitude de possibilités, vraiment. À Maurice, on est dans une situation où on a, le départ de nos Mauriciens vers d'autres horizons, hein, tout naturellement. Ils veulent aller découvrir d'autres pays. Mais ça laisse un gros trou derrière et dans pas mal de secteurs, on souffre. Par contre, ces derniers temps, j'ai fait quelques pays africains et mon dernier donc c'est Madagascar. Le capital humain est bien là, l'envie de travailler, l'attitude envers le travail est là, cette envie de réussir et d'avoir une bonne carrière, elle est bien là et l'humilité est là. Cet apprentissage continu, je le vois là et je pense que si, les jeunes qui émergent continuent avec ces valeurs-là, où ils veulent vraiment, développer une riche carrière, ça va être une réussite pour eux. Alors est-ce que ça doit nécessairement être en Afrique? Je ne sais pas parce que, enfin, je ne crois pas non plus, le monde devient global. Le marché du travail devient global. Moi, j'encourage les jeunes à ne pas penser uniquement à son quartier, sa ville, son village et qu'on ne doit absolument trouver un job, là où on est, tout près de la maison. Le marché du travail est global. Vous pouvez travailler dans n'importe quel pays en s'asseyant chez vous à la maison, oui, certes, mais aussi en allant découvrir d'autres territoires. Et j'encourage les jeunes, au fait, quand vous êtes sortis de l'université ou de l'école, allez faire un tour, sortez de votre noyau, allez découvrir le monde parce que dans 10 ans, si vous n'avez pas cette ouverture d'esprit et une ouverture à l'international, se tenir, en ligne de mire pour une bonne carrière, ça peut être compliqué. Si vous avez la possibilité, allez-y, n'hésitez pas. Oui, de Armel et de Tamia, au fait. J'étais privilégiée et si je peux juste faire un petit clin d'œil à ces 2 filles fantastiques que j'ai eu l'occasion d'employer chez moi pendant qu'elles étaient à étudier. 2 filles de Madagascar qui étaient venues à Maurice. Je peux vous dire que ces 2 filles-là, ont été chez nous pendant 2 ans, mais elles ont quand même changé l'atmosphère du bureau. De par leur personnalité, leur manière d'être, leur rigueur et c'est pour ça, si je suis à Madagascar aujourd'hui à chercher, des personnes pour travailler à Maurice, c'est parce que ces 2 filles-là m'ont laissé quand même une très bonne impression. Donc je profite de l'occasion pour remercier Tania et Amel. Amel qui est derrière l'écran au fait à me suivre de près aussi. Et je ne crois pas que je suis bien placée pour commenter dessus, mais ce qui est clair pour moi, c'est que vous avez de la compétence, vous avez de la main-d'œuvre, qui ont beaucoup d'opportunités, que ce soit à Madagascar ou ailleurs, mais l'écosystème est quand même à améliorer. Ce que je veux dire par l'écosystème, c'est tous les paramètres doivent être là afin d'encadrer ces jeunes-là, trouver leur place. Et malheureusement, je ne crois pas qu'on y est encore. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de venir et de collaborer avec vous, de voir. Bien sûr, on ne va pas changer le monde. Rome, c'est pas fait en un jour. Mais si on peut changer la vie d'une personne à la fois, bah, franco, je suis partant et je suis d'ailleurs. Je vous remercie infiniment pour cette question parce que très souvent, on pense que les compétences aujourd'hui
doivent être les compétences techniques, académiques, professionnelles. Et on a tendance à amasser des tonnes et des tonnes de certificats. Moi, je vous dis que c'est important. Oui, certes, vous savez, notre qualification professionnelle ou académique, c'est le passeport vers un entretien, vers une sélection possiblement, mais ce n'est pas le tout. J'aime tellement dire à tous ceux que je côtoie, parce que je fais beaucoup de formations dans les universités, sur justement l'employabilité. Je leur dis tout le temps que ce que vous êtes en train de faire là va vous placer comme candidat potentiel pour un entretien. Pour un entretien, même pas pour le job. Mais ce qui va vous aider à sortir du lot et gagner un job, c'est la façon dont vous vous présentez. Et quand je vous parle de la façon de se présenter, c'est la façon dont vous entrez dans une salle d'entretien avec la confiance en soi, la manière de parler, une personnalité qui comprend, qui a passé du temps à comprendre ce que c'est la vie et qui a une bonne attitude et discipline. Vous savez, je ne sais pas si c'est un peu le cas à Mada, mais très souvent, les jeunes, quand ils viennent en entretien, nous, on est moderne, on vient en jean un peu sale, un peu déchiré, on vient en t-shirt. On ne se casse pas tellement la tête sur l'accoutrement. Oui, je suis d'accord qu'on est moderne, qu'il faut aller au-delà de ce qui est visuel et voir les compétences de la personne. Mais malheureusement, first impression, la première impression, ça compte. Alors, les recherches ont démontré que dans un entretien, les 5 premières secondes sont tellement importantes parce que c'est ça qui va déterminer si la personne va être employée ou pas. La démarche d'une personne, je suis recruteur depuis des années, je peux vous dire que même pas 5 secondes, à la vue de la personne, je sais déjà si l'entretien va être intéressant et si je vais aller considérer sérieusement cette personne-là. Donc, il faut un tout. Et donc, pour réussir dans le monde du travail, c'est la même chose. C'est pas que les qualifications, c'est pas que les compétences académiques ou intellectuelles. C'est la façon dont on se tient, c'est la discipline, la rigueur, l'assiduité. On est là, on est régulier, on est vraiment assidu, on est sérieux avec notre travail, on est collégial. Aujourd'hui, on recrute plus pour ces compétences-là que les compétences techniques. C'est dit d'ailleurs par les grandes personnalités dans le monde du business que aujourd'hui, vous recrutez pour l'attitude. Les compétences techniques, ça, on peut former une personne. Bien sûr, il y a différents domaines où vous avez besoin, par exemple les ingénieurs, les comptables, ils doivent avoir une certaine base technique. Oui, c'est dit, mais une base. Le reste, l'employeur, si la personne démontre les valeurs qui sont utiles pour son entreprise et les compétences et l'attitude qui est correcte, l'employeur va l'encadrer. Vous savez pourquoi? C'est justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, les compétences ne sont pas qu'académiques. On a besoin de voir la personne a la bonne attitude. C'est compliqué. J'étais jeune, moi aussi, à un moment de cela. Un temps, dans un autre monde, où moi aussi j'étais frustrée. Je me disais, mais ils sont fous. Ils demandent 2 ans d'expérience, mais avec un degré que j'ai, mais comment je vais faire? Alors, c'est pour ça qu'on dit que aller en stage, faire des petits jobs pendant qu'on étudie est ultra important. L'employeur aujourd'hui, il n'a pas le temps de prendre la main du nouveau recrue pour le former sur le travail. Il n'a pas le temps, ni il ne peut pas afford de le faire parce que le monde bouge tellement rapidement. Il a tellement d'autres priorités à faire tourner son entreprise que c'est compliqué dans beaucoup de cas. À moins que ça soit dans les grosses boîtes. Vraiment, ils sont bien structurés. Ils ont un département pour former les nouveaux, un département pour gérer ces personnes-là, les accompagner, etc. Mais aujourd'hui, on a besoin de gens compétents qui savent c'est quoi un environnement de travail, comment se contenir, se comporter et qui commencent à hit the ground running. Alors, comment avoir ces expériences-là? Il faut réfléchir. Dès qu'on est à l'école, au milieu secondaire, il faut commencer à réfléchir par rapport au stage. Et c'est peut-être, comme je vous ai parlé tout à l'heure là, de l'écosystème. L'écosystème aussi doit être là. D'une manière, là on parle de ceux qui sont à mettre en place la stratégie nationale par rapport à l'emploi. L'éducation aussi, ils doivent se parler, se concerter.
pour accueillir des enfants en stage. L'école doit être un milieu qui organise aussi des stages pour les élèves, l'université aussi. Quand on cumule des stages, ben, ça compte comme expérience. Dans beaucoup de cas. Il ne faut pas hésiter. Vous savez, là, je parle de mon fils même, hein. Oui, donc il me dit, ben, tu sais, maman, moi, je ne veux pas prendre les études tout de suite. Je veux une année sabbatique. Je vais aller découvrir le monde. Je lui dis, oui, très bien. Tu peux découvrir le monde et tu cumules des petits jobs. Tu peux nettoyer les piscines si tu veux. Tu peux travailler en restaurant si je veux voyager à travers le monde. Mais j'ai besoin que cette année-là, c'est une année où tu cumules les expériences. Parce qu'après, il va prendre du retard. Sinon. Donc, pareillement, il ne faut pas juste penser. Je vais le dire d'une façon très directe. Il ne faut pas juste penser à le plaisir, les petits plaisirs de la vie. Quand on est jeune, c'est le moment de vraiment tout se préparer pour une carrière fructueuse. Il ne faut pas juste aller dans tout ce qui est beau, bien et mes droits. Vous savez, très souvent, les jeunes dans mon pays, on parle de nos droits. Moi, je veux un job qui est comme ça, qui est de 9h à 5h. Je ne veux pas que mon patron me dérange après les heures. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Et qu'en est-il de vos responsabilités en tant qu'employé? C'est à vous de démontrer que vous pouvez être responsable, qu'on ne vous dérange pas après les heures, qu'on vous fait confiance pour faire votre travail comme il se doit. Donc, la mentalité doit quand même être aiguillée vers une carrière si c'est ce qu'on veut. Alors, comment devenir incontournable? Vous voulez la question honnête ou la question diplomatique? Honnête. C'est à travers les expériences de la vie. C'est à force de faire face aux challenges de la vie et de ne pas reculer devant les challenges justement et de les affronter, on devient incontournable. La vie, c'est pas un poteau rose. Rien n'est donné sur le plateau. Tout ce que j'ai construit, c'est avec mes deux mains et avec l'appui de ma famille. J'ai grandi dans une famille modeste, mais je savais tout le temps que tout ce que je voulais faire, c'était de rendre fiers mes parents. Et les deux sont maintenant au ciel. J'espère qu'ils me regardent avec un œil, avec beaucoup de fierté, parce que tout ce que je fais pour eux. Je le fais pour eux. Et c'était ça vraiment ma mission. C'est ça toujours ma mission. Que tout ce que je fais soit fier, que j'arrive à inspirer d'autres femmes. Et du moment que cette mission-là est claire dans votre tête, vous devenez incontournable. Vous n'avez pas peur de rien. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs, Franco, que je me suis formée en NLP, neurolinguistique. C'est vraiment pour m'aider, moi, à trouver qui je suis et c'était quoi ma mission. Et maintenant, je donne l'information, je fais du coaching et je fais de la formation dans ce sphère-là. C'est-à-dire aider les gens à trouver pourquoi est-ce que c'est la paix intérieure, mais aussi de comprendre qui suis-je. Si je vous demande, par exemple, à Franco, au-delà de vos titres, au-delà de ce magnifique influencer que vous êtes dans le domaine RH, au-delà de votre rôle dans la famille, des titres qu'on vous donne, c'est qui Franco? Est-ce que vous avez cette réponse-là? Et c'est quoi le but de Franco dans la vie? Qu'est-ce qu'il veut faire? Et ça m'a pris 3 années d'études pour le découvrir moi. Et c'est quelque chose que je fais maintenant pour les autres, à tous les niveaux, même les femmes qui travaillent en micro-entreprise dans leur maison, je fais de la formation, je les encadre à vraiment se retrouver. Parce que si on ne se retrouve pas, le monde bouge tellement vite, il y a tellement de pression autour de nous, on se perd. Et c'est là où ça devient compliqué parce qu'on n'a pas ce but à atteindre. Le but devient flou et là où le vent nous pousse, on part tout naturellement. Et je pense que, oui, c'est vrai que Madagascar, la situation, elle est très différente. Il faut prendre en compte. Mais c'est pas pour autant qu'à Maurice, on est mieux. Moi, je le dis tout le temps, malgré les difficultés que j'ai eues depuis mon enfance, et jusqu'à aujourd'hui, quand même, j'ai été peut-être privilégiée d'avoir pu découvrir peut-être par curiosité et ce besoin de tout le temps apprendre des choses nouvelles, d'essayer de me comprendre. Mais on n'a pas le temps de faire de la réflexion.
n'a pas, très souvent, on n'a pas le temps. Dès qu'on se réveille le matin, c'est déjà parti là, hein, le moteur est déjà allumé, c'est à vive allure, on a déjà toute une liste préparée dans notre tête et bon, il faut aller maintenant cocher, toute cette liste-là avant que la nuit tombe. À Maurice, c'est peut-être pire, hem, qu'à Madagascar dans ce sens-là. Le bien-être mental, il y a tellement de pression qu'on oublie cela et c'est pour ça que j'ai beaucoup de collègues, je connais beaucoup de sociétés qui font de la formation et du coaching en bien-être, mental et même spirituel. Vous savez toute la différence que ça peut faire si on se réveille le matin et on se dit: «Aujourd'hui, mon intention est de» c'est pas d'aller au marché, d'aller déjeuner avec mes amis ou de faire ça, ça, ça. Mais mon intention est d'être heureuse. Demain, je me réveille, mon intention, c'est d'être productif et on fait tout pour y être et on vit cette intention-là dans la journée et le surlendemain, c'est, d'être résiliente ou d'être ce que vous voulez, mais vivre avec l'intention, ça fait toute la différence. Je ne sais pas si j'ai presque tout bâti, il me semble que l'édifice est encore très, très petit, mais j'essaye de tailler ma pierre, chaque jour et d'être mieux que hier. Et je ne sais pas si vous connaissez, cette, règle d'un poisson. Donc si on arrive à être 1 mieux qu'on était hier, le progrès va être là. Donc, l'apprentissage continu est ultra important aujourd'hui, Franco. Si on veut réussir sa vie, oublions notre carrière, mais de se dire qu'on a vécu une riche vie, arrivé l'âge de la retraite. Imaginez-vous un instant, 65 ans, vous regardez votre vie en arrière. Si vous voulez que ça soit riche, l'apprentissage continue, pas que académique, je parle loin d'académique, mais sur le développement de soi et comment évoluer dans un monde qui part à vive allure. C'est ça qui va nous ancrer et va nous permettre d'être heureux. Je ne sais pas si la paix intérieure s'est donnée, aussi facilement ici, qu'à Maurice, mais c'est ultra compliqué des fois. Mais tout repose à l'intérieur de nous. La réponse n'est pas à l'extérieur. Donc le développement de soi, c'est ce qui va faire la différence. Merci. En fait, je voulais presque vous demander, désolée si je semble être, quelqu'une qui est en train de prêcher là, hein. Mais c'est mon vécu et je suis vraiment convaincue par ça. C'est vraiment l'intérieur qu'on doit régler avant tout. Absolument. Je suis partie de rien, Franck. Je le dis, je vous regarde dans les yeux, je vous dis, je suis partie de rien. Mais j'avais une volonté. J'avais peut-être pas la vision, mais je savais que je voulais sortir de ma situation. C'est aujourd'hui que je peux vous dire que mon armoire est remplie avec plein de vêtements. J'ai plus d'une chaussure dans mes pieds. Que j'ai tout ce que, pas tout, mais j'arrive à acheter ce que je veux. Quand j'étais enfant, j'étais adolescente même, hein, même oublions enfant, j'étais celle qui portait tout le temps les mêmes choses et qui avait les chaussures cassées, qui devait cacher ses chaussures quand on marchait entre amis. Et partir de rien, c'est facile. C'est pas peut-être le mot, mais c'est moins compliqué quand dans la tête on sait ce qu'on veut. Alors, j'ai grandi en Afrique. Sur le jour de mon anniversaire, mes 5 ans, mon papa nous a emmenés au Zimbabwe. Il avait décroché un job comme professeur d'école secondaire. Et donc moi et mon frère, on a été avec lui et ma maman aussi. On a été pendant 5 ans au Zimbabwe. Donc ma scolarité primaire était au Zimbabwe. Puis lui, il a continué au Botswana comme instructeur. Et moi et mon frère, on est retourné à Maurice, vivre chez les grands-parents et poursuivre l'éducation mauricienne. J'ai fait l'apprentissage secondaire et tertiaire. J'étais à l'université de Maurice. Bizarrement, je me retrouve dans le RH comme profession, mais j'ai étudié l'économie. J'ai fait un degré en économie et puis j'ai commencé à travailler en parallèle, comme je vous ai dit au début. Je ne sais pas si ça a passé ou vous avez coupé, que j'ai travaillé à la radio. J'ai travaillé à la radio et à la télé pendant que je faisais mes études. Et puis je me suis mariée à l'âge de 23 ans, très tôt. Donc au fait, j'ai gradué, j'ai eu mes certificats, j'ai porté le chapeau et tout en août.
Et en septembre, bah, je me suis mariée. Après 2 ans, j'ai eu mes enfants, enfin ma fille et puis mon fils après 3 ans. Et après j'ai repris les études, donc j'ai poursuivi pour mon MBA à distance avec l'université de Leicester et après j'ai cumulé des petits certifications ici et là et depuis 3 ans, enfin pendant 3 ans, j'ai suivi un cours de neurolinguistique à plusieurs niveaux et aujourd'hui je suis master, praticienne en neurolinguistique et je suis aussi certifiée en évaluation de personnalité. Donc là, je vous regarde, je sais votre personnalité, c'est quoi, hein. Mais on va pas lui dire en public comme ça. Non, ce sera pour un autre jour. Ouais. Tous les limites, tous les contraintes, qu'on se dit, c'est dans notre tête. Moi, j'avais rien planifié, hein. Déjà, se marier à l'âge de 23 ans, j'étais peut-être la personne la plus naïve au monde, parce que ah non, j'étais amoureuse, hein, ça c'est sûr. Mais, j'avais pas de plan moi, même pas. Vous savez, j'ai étudié en économie. Je fais des études en économie, mais je me suis atterrie en RH. J'ai fait des stages, j'ai pris toutes les opportunités qui sont venues vers moi. À force de trop planifier, on devient un peu parano. Moi, je dis qu'il faut, se lâcher prise et se donner à fond. J'avais rien prévu, à quel âge que j'aurais des enfants. Au fait, il y a une chose que je voulais à l'époque où j'étais adolescente, c'était me marier à l'âge de 28 ans, c'est tout. Mais après, mon mari est venu et je suis tombée amoureuse mais pas pour autant, que je me suis dit: «J'allais laisser mes études et ma carrière». Ma vision, c'était je voulais être femme professionnelle. Je me souviens que quand j'étais à l'école, vous savez, vous avez les classes de formation, je sais pas, en anglais, on le dit career counseling, donc conseils de carrière et cetera et je me souviens qu'on était dans une grande salle de classe avec plus d'une cinquantaine d'élèves et elle s'appelait madame Yanni à l'époque et enfin, elle s'appelle toujours madame Yanni. Mais, elle nous a posé la question: «Mais qu'est-ce que vous voulez devenir vous? À la fin de votre carrière, vous voyez comment?» Et je me souviens que tout de suite j'avais levé la main et j'ai dit: «Moi je veux être un leader». Je savais pas ce que je veux être un leader, je veux être dans l'exécutif, je veux être un top manager. Elle m'a dit: «Ah bon, c'est ce que tu souhaites? Et c'est quoi tes yeux?» Et là j'ai commencé à tout déballer, mais aujourd'hui je l'ai fait. Je l'ai fait, sans planification pour autant, mais j'ai laissé, je savais que je voulais quand je vous parle de nos objectifs et notre mission, je voulais être cela et hasard ou pas, bah, 30 ans après, c'est ce que je suis et je remercie d'ailleurs le bon Dieu. Vous savez cette pression-là, une chose que peut-être moi qui m'attriste, c'est que tellement que l'accès à l'information est devenu quelque chose de courant, qui est devenu quelque chose de facile, ça met de la pression sur nos jeunes. Ils sont sur TikTok, ils sont sur Facebook, ils sont sur Instagram, mais la vie qui est dépeinte par beaucoup de ceux qui postent sur ces réseaux-là, c'est une vie utopique, je dirais. C'est pas nécessairement leur vécu de tous les jours. Vous serez bien d'accord avec moi, hein. Vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas, franco, en toute franchise, poster sur la mauvaise mine que vous avez aujourd'hui en vous réveillant parce que le système de transport est pourri. Façon de parler, vous allez tout le temps démontrer le bon côté des choses. Mais indirectement, il y a une pression qui est créée sur nos jeunes pour être dans ce monde utopique qui est dévoilé sur l'internet. Il y a aussi ce besoin de se forger sa place parce que le monde du travail, par exemple, est devenu global. C'est plus le monde du travail n'est plus un monde qui est contraint à nos barrières, nos frontières. C'est global et on est en train de compete avec le monde en entier. Donc c'est compliqué et autant plus que nos jeunes ont besoin de trouver leur ancre, de jeter l'ancre quelque part et de savoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment est-ce que je dois finir à la retraite. Finir, on dit, mais bien sûr, mais à la retraite, qu'est-ce que je veux faire? Et non pas aller dans toutes ces tendances-là. Trouver votre soi, votre calling, votre mission et ce qui vraiment vous parle. Aller contre-courant, c'est peut-être un petit peu compliqué. On va être beaucoup pointé du doigt, etc. Mais il n'y a rien de plus gratifiant.
vraiment, et le jour où vous réussissez. Olar, OK. Écoutez, d'ailleurs, je vous dis bravo d'avoir créé ce programme-là, Choc des générations. Il faut en parler. Très souvent, on ne veut pas en parler, et on évite à critiquer les nouvelles générations. Mais une chose que je dis à tous mes confrères et consoeurs, c'est que c'est eux le futur. Nous, on est déphasés. Nous, les générations X, Y, enfin Y a encore un peu de temps, mais les anciens, on va très vite être déphasés. On part, nous, hein. C'est eux qui vont reprendre. C'est pas pour autant de dire que tout ce qu'ils font, les générations Z, les millennials, etc., ils sont parfaits. Il y a un cheminement à faire, comme on a parlé tout à l'heure là. Le monde digital est d'une grande influence dans leur vie, mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est une génération qui est née avec un smartphone à la main. On les appelle les digital natives, ils sont nés avec les outils digitaux. À mon époque, je me souviens très bien quand l'ordinateur était introduit en classe. Je ne sais pas si vous allez connaître, mais les ordinateurs étaient gros comme ça, l'écran était gros comme ça. Et ça prenait beaucoup de temps pour s'allumer, des bruits assourdissants, pour se connecter à l'internet, et les seuls jeux qu'on avait, c'était Solitaire et Minesweeper. Il fallait cliquer, jouer les cartes, etc. Et c'était lent, mais aujourd'hui, ces jeunes-là, à l'âge de 4 ans, 5 ans, ils sont sur YouTube. Ils savent poster sur les différentes plateformes. Donc, mais savoir utiliser ces outils-là à bon escient, c'est très important. Euh, Ces jeunes-là ont des valeurs, du coup, qui sont très différentes de nous, les anciens. Enfin, de moi. Je pense que si je suis la seule ancienne au sein de l'équipe, mais les valeurs sont différentes. Et cette incompréhension et incompatibilité-là, c'est ça qui crée cette gap des générations, cette bataille entre générations. C'est pas pour autant que les jeunes n'ont pas une bonne intention. Ils ont l'intention. Et les valeurs, la façon d'y arriver et de faire ce qu'ils veulent faire est différent. Et l'acceptation, vous savez, c'est ultra important, mais aussi la communication. S'il y a un travail à faire, c'est pas entre les anciens seulement, c'est avec les anciens ou seulement les jeunes. Les deux doivent faire un chemin pour se joindre et trouver un juste milieu, et de voir comment maintenir un équilibre dans le monde du travail ou dans la vie familiale. Quand je vous parle des valeurs qui ont changé, vous savez, nous, on a vécu dans une époque où tout n'était pas facile. Vraiment, quand je vous dis tout n'était pas facile, c'est que il y avait un seul parent qui travaillait, l'économie mondiale était à son plus bas, et il a fallu naviguer les crises économiques. Aujourd'hui, oui, à Madagascar, je le conçois qu'il y a beaucoup de difficultés encore, mais il y a beaucoup plus de facilité et d'accessibilité, qui fait que les enfants sont un petit peu plus relax, la pression sur eux sont moins, et ils veulent un travail qui leur donne du sens. Ils veulent une carrière qui parle à qui ils sont. Et on a tendance à les juger pour cela. Mais moi, je dis que c'est aux anciens de créer la place pour nos jeunes. Et du moment qu'on comprend ça et qu'on leur donne cette place-là, ils veulent collaborer aujourd'hui, ils ne veulent pas des instructions. Donnez des instructions à vos jeunes stagiaires franco et imposez votre manière de faire sur eux, ils vont vite reculer. Mais donnez-leur la place et l'écoute, vous allez voir qu'ils vont faire des choses merveilleuses. Donc vous me faites rire et sourire du moins. Vous savez, j'ai vécu l'époque où on a bougé de la calculatrice pour les fiches Excel. Et les anciens comptables qui utilisaient les grands cahiers qui faisaient leurs comptes en tirer les lignes en rouge et noir, etc. De maintenant basculer pour aller le faire sur Excel, c'était pas quelque chose qui était accepté. Aujourd'hui, le monde actuel, on bouge vers l'intelligence artificielle. Et pareil, il y en aura qui vont démontrer de la résistance. Si on résiste aux nouvelles technologies qui sont là pour nous aider, c'est nous les perdants. ChatGPT, Gemini, j'ai pas de souci. Copilot, j'ai pas de souci avec. Mais une mise en garde, par contre, c'est que c'est un outil qui peut nous aider dans notre productivité, mais c'est pas une fin en soi. On ne peut pas dire à ChatGPT, Copilot ou Gemini de rédiger nos lettres RH, par exemple, ou de rédiger un contrat.
et aveuglement, on accepte et on donne à l'employé. Il y a une analyse qui va être faite. C'est vrai qu'ils peuvent nous rédiger des magnifiques documents en quelques secondes, quelque chose qui peut nous prendre peut-être une journée ou nous faire des belles présentations aussi en quelques secondes. Mais le raffinement et la personnalisation est ultra important. On ne peut pas donner libre cours et dire que c'est une finalité. Utilisez-le. À mon bureau, j'ai pas de problème qu'on l'utilise. Au fait, par exemple, un paradoxe, c'est que avant, je passais beaucoup de temps à corriger les documents légaux ou le grammaire des lettres qu'on doit donner à un employé. Par exemple, une lettre d'avertissement ou une lettre de promotion. Il fallait que je repasse, je revérifie si les mots sont utilisés correctement, etc. Mais aujourd'hui, le temps que ça me prend, c'est nettement mieux et ça augmente ma productivité. Donc, savoir l'utiliser, c'est ça la clé. Et ne pas résister. Alors oui, un petit message très court, c'est prenez du temps, prenez un rendez-vous régulièrement avec vous-même. Soyez connecté avec vous, l'intérieur, votre conscience, vos valeurs et qui vous êtes régulièrement avant de prendre rendez-vous avec qui que ce soit ou quoi que ce soit dans le monde extérieur. Soyez avec vous parce que la force se trouve à l'intérieur et pas à l'extérieur de soi. C'est profond et pour le comprendre, il faudra prendre rendez-vous et prendre... Au fait, Franco, c'est ultra simple. Chaque matin, quand vous vous levez, asseyez 5 minutes à réfléchir sur qu'est-ce que je fais là, comment est-ce que je veux que ma journée soit. Les challenges, je les ai aujourd'hui, mais comment est-ce que je souhaite tourner ces challenges-là et à la fin, comment est-ce que je veux que la journée se termine, tout en étant honnête à moi-même et en étant fidèle à moi et mes valeurs. Ne vous laissez pas emporter par le vent, par les cyclones. Je ne sais pas si vous avez ici à Antananarivo, mais ouais, ne vous laissez pas emporter. Parce que la vie est remplie de cyclones, remplie de vent. Et soyez. C'est un réel plaisir, Franco. Vous n'allez pas savoir comment moi, ça m'a rendue heureuse aujourd'hui de venir jusqu'à vous. Merci pour l'invitation et merci pour cet entretien.